Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la technologie .NET, mais qui de plus en plus déborde sur des sujets qui touchent plus la communauté agile. C'est d'ailleurs ce qu'on va parler aujourd'hui avec notre invité. Mais pourquoi tout ce qui touche Agile ne toucherait pas .NET? Moi, je pense que les deux vont main dans la main. Absolument, absolument. Souvent, Agile peut toucher n'importe quelle technologie, donc c'est pas forcément .NET, mais je pense que c'est approprié pour n'importe qui ferait du développement avec .NET de s'intéresser à ce qui se passe du côté de la communauté Agile. Exact. On se donne un peu cette mission-là, nous, de fournir de l'information. Mon co-animateur, Guy Barrette. Bonsoir Mario. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Je pense que t'es dans les rénovations, toi, hein? Ouais, là, je viens de déménager dans un appartement, un 4,5 avec toute ma famille, parce que chez nous, on démolit le premier étage, le sous-sol, on reconstruit, on divise. Tu fais du refactoring de maison. Oui, tout à fait. OK. Après avoir, 2-3 ans qu'on magasinait pour essayer d'acheter une maison, ben maintenant, on s'est dit, ben regarde, on va garder la note, mais on va la refactoriser. Corriger les bugs qu'on n'aimait pas, ou en tout cas les fonctionnalités avec lesquelles on n'était pas satisfait. Donc, c'est ça. Depuis la semaine passée, là, je vis avec les 4 enfants dans un petit 4,5. Ça fait bizarre quand t'es habitué à une grosse En maison. camping. Nous, c'est notre dernière émission avant le Crowd Camp. Oui. Puis, je pense qu'il reste plus de place, hein, là. Et non, c'est maintenant sold out. On a 300 inscrits Plus à l'événement. une liste d'attente de gens. Ben là, présentement, il y a une liste d'attente. Donc, les gens peuvent toujours nous envoyer un courriel, puis on va vous mettre sur une liste d'attente. Là, mais présentement, là, c'est sold out. 300 personnes, ça dépasse toutes mes attentes. Là, vraiment, franchement, là, je suis pas mal content. Là. Je pense dans une journée intéressante. Ouais. 3 salles, 15 conférences. On a plein de prix aussi à faire tirer qui nous ont été donnés par différents commanditaires, donc des fabricants d'outils, logiciels, etc. Donc, ça va être pas mal intéressant. Donc, c'est samedi le 14 octobre. Si vous êtes inscrit, n'oubliez pas de vous présenter. Oui. Notre invité, Jean-Marc Henneman. Tu le prononces comme ça, hein, Jean-Marc? Oui, Jean-Marc Henneman, oui. Henneman. Bien connu dans la communauté Agile à Montréal, parce que t'es le cofondateur et le co-animateur du groupe Extreme Programming. Oui, en effet. Vous rencontrez, je pense, à tous les mois, quelque chose comme ça. Ben, c'est à tous les mois, oui. En fait, c'est un peu moins régulier de ce temps-ci, mais j'essaie de préparer quelque chose avec la communauté Agile Montréal, en fait, le groupe Agile Montréal. Alors, vous allez voir. Je me souviens quand je t'avais rencontré, ce que j'avais trouvé remarquable, c'est que toi, tu as été introduit aux pratiques Extreme Programming, pas par la bande à Montréal, mais vraiment avec les maîtres. Ben, en fait, je suis tombé sur un bouquin en Arizona, à Scottsdale plus particulièrement, où j'étais là à l'époque. Et puis, en fouillant, j'ai présenté ça aux gens qui étaient autour de moi, dont Pascal, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup supporté là-dedans. Puis il m'a dit, ouais, il y a quelque chose là. Puis il a décidé de m'envoyer avec, effectivement, dans une semaine d'immersion à Santa Cruz. Donc, 4 jours et demi, en fait, avec les comme tu dis, grands maîtres de Extreme Programming. On parle de quoi? Ken Beck? Martin Fowler, Robert Martin. Puis, tu as parlé de Pascal, juste situé pour nos auditeurs. Pascal est le fondateur de la firme Elapstech où tu travailles. Oui, je travaille présentement chez Elapstech en tant que consultant et Pascal Leroy est donc vice-président de la compagnie. C'est pas nouveau, là. Vous connaissez, vous avez fait. On se connaît depuis 1980, si je me trompe pas, 1997, donc presque 10 ans maintenant. Puis moi, quand je t'ai rencontré au groupe Agile, c'était comme des retrouvailles parce que je suis diplômé de Polytechnique en génie informatique. T'es diplômé de Polytechnique, je pense, l'année d'après moi, quelque chose comme ça. Moi, j'ai gradué en janvier 90. C'est ça. Donc, puis je me souviens que, bon, moi, j'étais impliqué dans certaines organisations étudiantes par mon profil. Puis ça, toi aussi. Donc, t'as un profil... Oui, tout à fait. S'impliquer dans la communauté, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi. Oui. Non seulement la communauté, mais aussi, j'espère, la société, tout simplement.
De par ton implication, tu as une forte conscience sociale. Hein? Puis, je me souviens d'une discussion qu'on avait où tu m'expliquais que tu aimerais même mettre sur pied un projet de développement logiciel où la conscientisation sociale serait quasiment au cœur de ça. Oui. En fait, j'habite actuellement dans une coopérative d'habitation et j'entretiens un rêve qui, je sais, va me prendre beaucoup d'énergie. Ce rêve, ce serait de concevoir du logiciel sous forme de coopérative. Il en existe déjà des coopératives, mais essentiellement, il y a quelque chose qui se dessine là. Il me faut encore un peu de stabilité puis d'énergie pour pouvoir aborder ce genre de Mais projet. donc, une nouvelle forme d'organisation, au lieu de que ça soit sur le modèle compagnie, plus sur le modèle coopératif. Oui, c'est vraiment un rêve pour moi, mais oui. Puis avec, pas juste le modèle coopératif, mais des valeurs saines, puis qui sont même en symbiose avec tout le mouvement de s'assurer que, par exemple, qu'on protège la terre, donc l'écologie, ces choses-là. Hein? Oui, les mouvements comme être équitable ou encore l'environnement. Des valeurs de ce genre-là, absolument. Ouais. Qui, à la base, sont pas des mauvaises valeurs. Mais non. La réalité... Tout le monde est pour la vertu, mais la réalité économique, souvent, les organisations nous ramène vite... souvent, ça se termine à... On fait un projet, on se fait payer pour, puis il n'y a pas de réflexion très profonde sur... Je sais, par exemple, moi, personnellement, je refuserais de travailler pour un fabricant d'armes. Parce que je serais, moi, éthiquement, je serais pas à l'aise de faire travailler sur des missiles, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, c'est dépendant de ce que ferait quelqu'un qui m'approcherait ferait un contrat, je pourrais dire non, je le fais pas. Mais souvent, tu peux te retrouver impliqué dans un projet où est-ce que c'est au niveau de la finance, puis ultimement, les financiers qui servent de ce projet, ils peuvent eux autres même peut-être investir dans des compagnies d'armement, puis toi, t'en es pas conscient. Donc, c'est un sujet complexe qu'on pourrait faire un autre podcast. Ouais. Écoute, le sujet que tu vas aborder avec nous ce soir, c'est... Mais c'est les tests d'acceptation. C'est un peu le désir qu'on a, le souhait et la réalité qui en général frappe à grands coups. Puis ce qui est bien, puis quand tu nous as proposé ce sujet-là, c'est que tu as une bonne expérience pratique de mettre en place des tests d'acceptation. Donc on va vraiment pouvoir pas juste en parler théoriquement, mais analyser un peu avec toi ton vécu, puis qu'est-ce que ça a l'air sur le terrain. Oui, en effet, ça fait un bon bout de temps que je baigne là-dedans, de proche ou de loin. Ouais. Écoute, en tout cas, les 5 dernières années, là, c'était au cœur de beaucoup de ton travail. Là, Ben, on fait la pause, puis on revient, on en discute en profondeur. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Les développeurs sont, je dirais, de plus en plus familiers avec les tests unitaires. C'est-à-dire, tu développes une classe, tu veux la valider, puis même de plus en plus, on explique qu'il faudrait peut-être pas faire ça après, mais le faire avant. Là, tout nous amène les tests d'acceptation. C'est un autre contexte complètement. Donc, comment tu définirais test d'acceptation? Ben, la première chose qu'il faut comprendre un test d'acceptation, l'idée, c'est d'accepter quelque chose. Le client accepte une fonctionnalité. Il l'accepte, d'abord il la définit et il la voit rouler. Le test d'acceptation qui roule bien, entre guillemets, avec un feu vert, c'est un test qui représente exactement ce que le client veut. Donc, on parle de combler la demande du client d'une part et de prouver que le logiciel remplit bien la demande du client. Donc, ultimement, c'est un jeu de test d'acceptation que le client t'a fait. Du coup, où est-ce que le client t'a dit oui, j'accepte. À la fin, si, mettons, tu as un contrat, ben ça vient de terminer le contrat, puis là, il devrait te payer la totalité de ton projet. Ben, idéalement, oui. Hein? Alors, quand tu dis que le client écrit les tests, c'est encore une grande étape. Ça, ce serait vraiment dans l'idéal. Alors, l'idée en ce moment, c'est plutôt d'aider le client à concrétiser ce qu'il veut et éventuellement de l'impliquer dans l'écriture des tests. Parce que, bon, toi, dans ton travail,
tu essaies autant que possible d'appliquer l'approche Extreme Programming. Puis donc, Extreme Programming, une des pratiques, c'est le client devrait être sur le site avec l'équipe, puis devrait, entre autres, son rôle devrait être de rédiger les tests d'acceptation. Oui, et surtout, parce qu'on le veut dans l'équipe, c'est aussi être capable de répondre presque instantanément aux questions que chacun des développeurs a, parce que souvent, c'est le facteur bloquant. Alors, je pense que ceux qui connaissent un peu Extreme Programming connaissent l'idée, en fait, sont sensibles à l'idée de rester light au niveau documentation. Donc, on évite d'avoir trop de documentation, juste assez, mais bien sûr, on a besoin d'une conversation avec le client pour préciser certaines choses au lieu de le mettre sur Donc, papier. au lieu que ce soit le développeur qui décide, c'est ça qu'il veut, tu te revires de bord, puis tu demandes au vrai client, c'est-tu ça que tu veux? Exact. Là, lui te répond, donc ta fonctionnalité, elle a plus de chances de répondre à ses attentes. Oui. Mais la grosse difficulté, c'est que, c'est pas tous les clients qui veulent être, en tout cas, c'est pas tous les fournisseurs qui se disent, on va fournir quelqu'un pour le mettre dans l'équipe. Puis quand tu as quelqu'un, souvent, il n'y a peut-être pas toutes les attitudes pour être capable de rédiger des tests d'acceptation. Donc, c'est pour ça que tu dis qu'il faut l'aider. Donc, c'est une première, tu as le désir, tu as la réalité qui est que... Le désir, c'est que le client fasse tout lui-même au niveau des tests d'acceptation. La réalité, c'est que les outils qu'on a actuellement sont encore loin pour les gens qui sont pas des développeurs. Donc, c'est pas toujours facile de mettre un client devant un clavier puis de lui demander, tiens, écris le test. Surtout qu'en général, le vocabulaire est assez rigide. On essaie d'assouplir le vocabulaire des langages, des frameworks de tests d'acceptation, mais c'est pas encore facile. Bon, là, moi, j'ai une grosse interrogation. Si je me ramène avec le paradigme test unitaire, paradigme que je pense que nos éditeurs connaissent assez bien, c'est-à-dire, c'est quoi écrire un test? C'est essentiellement écrire du code, où est-ce que là, tu vas littéralement instancier un objet, par exemple, appeler des méthodes, vérifier que les résultats concordent avec ce que tu attends. Puis, chacun de ces tests-là deviennent essentiellement la validation que ma classe fait le comportement que j'attends. Mais là, tu as parlé d'écrire des tests d'acceptation. On écrit ça comment? C'est du code aussi qu'on écrit en C#, en VB ou c'est autre chose? On pourrait écrire des tests d'acceptation dans n'importe quel langage. Mais ça revient à refaire quasiment un logiciel à côté du logiciel. Oui, effectivement, il y a une partie qu'il faut développer pour supporter finalement ce qu'on veut exactement faire. Mais grosso modo, le principe est le même. On décrit des étapes et on espère un résultat. Et lorsque le test roule, ce qui est espéré est comparé avec la réalité. C'est là où on peut. Mais là, attends, on prenons un cas bien concret. Quelqu'un a une application très simple, une application où est-ce qu'il faut qu'il entre les heures qu'il a travaillé dans sa semaine, une feuille de temps. Mm-hmm. Donc ouais. ça, puis la fonctionnalité est assez simple, c'est qu'il faut que tu sois capable de rentrer pour chaque jour le nombre d'heures que tu as fait. Mais là, comment tu programmes ça? Parce que l'utilisateur, lui, c'est des clics qu'il fait dans la page. Si c'est une page web, on peut peut-être être capable de simuler les requêtes HTTP, mais si c'est un client riche, du type Windows, comment tu fais pour simuler... Ouais, au niveau du web, c'est assez... en tout cas, je considère ça maintenant assez facile. On a plusieurs outils qui existent. Il y a Selenium Remote Control, Selenium, il y a Faucets qui viennent de sortir, Green Pepper aussi, qui sont des outils qui sont vraiment dédiés. Là, je me suis trompé un peu. En fait, Selenium Remote Control, Selenium et Faucet sont des outils qui permettent en fait d'aller cliquer effectivement dans une page web. Okay. Donc, on simule ce que l'utilisateur fait. Ça marche bien web. Ça marche bien web. Pour les applications qui sont plus Windows ou Linux ou quel que soit l'environnement, sur Windows, je pense qu'il y a Mercury qui existe. Donc, personnellement, je l'ai jamais utilisé. Mais le principe est le même. C'est on enregistre là des scripts et puis on peut les rerouler ensuite. Mais on enregistre des scripts, donc c'est une programmation presque visuelle, ou en tout cas, ça ressemble plus à programmer des macros. Si on prendrait, par exemple, le paradigme d'être dans Excel où tu enregistres ce que tu fais, puis ça enregistre une séquence de commandes, que vraiment programmer, c'est pas une classe qu'on est en train de programmer avec des méthodes, ces choses-là. Non, c'est ça. C'est une sorte, en fait, c'est, comme tu dis, le terme macro est peut-être pas nécessairement tout à fait approprié, mais c'est une suite d'opérations qui permettent de repérer facilement ce qu'on fait à l'écran. Par exemple, si je prends Selenium Remote Control, on peut faire clic avec un ID d'un des tags
de la page web. Donc, c'est comme si on plaçait le curseur directement dans le... Donc, imaginons Textile. que j'ai un bouton, que je lui ai donné un ID particulier, ben là, je pourrais dire clic, puis en donnant ce ID-là, lui, il va s'occuper de retrouver le bouton dans la page, puis de faire le clic. C'est ça. Juste pour essayer de visualiser ça pour nos auditeurs. Par exemple, on prend Selenium. T'es dans Selenium, ça a l'air de quoi? C'est un IDE? Actuellement, Selenium tout court, parce qu'il faut distinguer entre Selenium Remote Control puis Selenium. Selenium tout court permet de voir sous une forme de table, finalement, les étapes, qui sont en fait des étapes de, effectivement, clic ou alors input text. En fait, Mais c'est tu vois, une plutôt type table, text. c'est quoi? C'est comme un nom, puis à côté, t'as Ouais. la commande HTTP ou? On peut même éditer la page HTML pour décrire le test. Donc, c'est assez bas niveau à ce niveau-là. Toutefois, Selenium est accompagné d'un IDE, d'un IDE en français, ça doit pas être ça, mais qui permet effectivement d'enregistrer les étapes juste en cliquant sur la page, comme si on faisait le test qu'on a à Donc, faire. Selenium vient avec un recorder, c'est-à-dire Ouais, que tu peux enregistrer. Oui, effectivement. Si vous allez sur le site www. On va mettre le lien sur sur notre... OK. Donc, mais ça, c'est le produit Selenium de base. Puis, qu'est-ce qui est la différence entre Selenium de base puis Selenium Remote Control ou? Selenium Remote Control, c'est un petit serveur qui prend possession du browser à travers l'injection d'un JavaScript et on peut programmer, on peut en fait accéder à ce serveur qui est un serveur HTTP via n'importe quel langage, que ce soit Java, Ruby, Python, Perl, etc., etc. Autrement dit, moi je suis plus développeur qu'un gars vraiment de QA. Moi, en tant que développeur, je préfère Java dans Eclipse. Hop, j'ai juste entré mon code Java. Autrement dit, ce sera click, ce sera type, ce sera etc. etc. Très lisible comme code. Donc, pardon. ce que tu es en train de me dire, c'est que le Selenium Remote Control, c'est un serveur qui va lui lancer les commandes à l'autre serveur, mais il va laisser quoi à l'autre serveur qui était un client, un browser? Oui, en fait, même, c'est un serveur qui démarre soit Firefox, soit Internet Explorer. OK. Démarre son propre browser. Oui, et là, injecte les commandes JavaScript qu'il faut pour faire comme si. Donc, mettons, tu as un serveur ASP.NET, lui, il voit vraiment un Internet Explorer qui fait des requêtes. C'est ça. Puis à ce moment-là, toutes les entêtes sont correctes, ces choses-là. Les cookies sont... J'ai vu Faucet il y a quelques jours rouler. C'était assez impressionnant parce qu'il n'y a pas cette injection de JavaScript. Et bon, il roule seulement sur Internet Explorer, mais il utilise ce qu'on appelle WatR. Je ne connais pas exactement comment ça fonctionne, mais contrairement à Selenium Remote Control ou Selenium tout court, on n'a pas une table en fait qui fait comme si on avait l'application. Alors, il y a quelque chose de très intéressant de ce côté-là. Il y a un peu de magie. Ouais, c'est ça. Puis je sais qu'il y a une firme montréalaise qui travaille aussi sur un produit. Green Paper. En fait, Green Paper, moi, je l'ai pas vu prendre le contrôle d'un browser. Alors, je connais pas cette partie-là. Moi, j'ai juste vu la partie de Confluence, qui est on peut programmer les tests d'acceptation sous une forme d'un wiki. OK. Je sais qu'on va s'arranger, nous, pour avoir François Beauregard de la firme Pexis qui fabrique cet outil-là pour justement faire une émission juste sur encore les tests d'acceptation, mais peut-être plus focusé sur le produit de Pexis Green Paper parce que je pense qu'il arrive quand même quelque chose d'innovateur de ce côté-là. Il y a beaucoup d'effervescence du côté test d'acceptation dans la dernière année. Parce que c'est un maillon manquant, là, présentement. En fait, j'ai envie de dire un mot, je me suis vraiment soucié des tests d'acceptation à partir du moment où, lorsque j'étais chef d'équipe QA, je me suis mis à tester le logiciel qu'on était en train de faire. Dans ce cas-là, c'était un jeu vidéo. Puis là, je me dis, ça n'a pas de sens. Le temps qu'on passe à juste tester à la mitaine ce que le jeu devait faire. À partir de ce moment-là, je me suis intéressé à essayer d'automatiser. Et c'est tout un défi pour les jeux vidéo. Mais on était rendu à un point où je pense qu'on aurait pu encore pousser la chose et avoir quelque chose avec beaucoup de succès. Parce que le but des produits comme Selenium, Faucet, Green Paper, c'est d'automatiser, donc que tu puisses réduire l'énergie pour être capable de rouler les tests. Parce que des frameworks de tests unitaires, NUnit du côté
.NET ou JUnit, c'est ce qu'il nous donnait. C'est qu'il nous donnait un framework qui simplifiait le lancement des tests unitaires, puis même d'utiliser les tests unitaires comme tests de régression. Mhm. Du côté test d'acceptation, c'est encore une grosse barrière. Comment on automatise? Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, l'état de l'art, c'est-tu aussi d'utiliser d'autres outils ou de se programmer des produits maison pour vraiment automatiser, ou on peut tout faire vraiment bien avec les Selenium de ce monde? Alors, Selenium Remote Control, on peut utiliser dans n'importe quel framework de unit test. Donc, moi, j'utilise JUnit. Personnellement, je l'ai testé avec Python aussi. Mm-hmm. Donc, on peut utiliser JUnit. On peut aussi utiliser TestNG, qui est un JUnit, mais qui utilise vraiment des features de JDK 1.5. Donc là, si je te suis bien, puisque Selenium Remote Control, tu programmes comme si tu programmerais des pages. Dans ce cas-là, c'est des pages Java sur un serveur. Je suppose que je suis en train de faire un test d'acceptation. Eh bien, je crée un nouveau unit test sous JUnit. Là, je parle de la version Selenium Remote Control. Okay. Et je programme mon test d'acceptation avec l'API que Selenium Remote Control m'offre. OK, donc tu la programmes, par exemple, en Java, puis tu utilises l'API qui, elle, va s'occuper d'injecter le code de JavaScript dans un browser. C'est ça. Et puis, les outils que j'utilise, moi, qu'on utilise, c'est quand je lance la tâche Ant, par exemple, il va s'occuper de partir le Selenium Remote Control, le serveur en tant que tel, et ensuite, il va démarrer, j'aurai programmé une tâche Ant qui démarrera le lancement des tests unitaires. Qui correspondent à ces tests d'acceptation-là. Alors, il ne faut pas confondre. Je comprends que le framework est utilisé pour les tests d'acceptation dans ce temps-là. OK. Faut être innovateur. Ça veut dire que c'est pas parce qu'un framework a été fait des tests unitaires qu'il ne pourrait pas servir pour autre chose. C'est ça. Tu as parlé aussi que tu te sers du côté Java, on parle de Ant. Du côté .NET, on parle de Nant, qui est la version. Mm-hmm. Donc, tu te sers de Nant aussi pour automatiser. Oui. On a fait une émission, nous autres, il y a un mois et demi à peu près, Guy, sur Nant. Mm-hmm. Donc, encore là, c'est de prendre différents outils qu'on a dans notre boîte à outils puis des juxtaposer ensemble pour réussir à automatiser pour qu'on puisse lancer les tests à la demande. Alors, ce que moi j'ai utilisé depuis 6 mois, c'est dans l'utilisation. J'ai fait le setup récemment de Cruise Control, qui est notre outil de continuous integration, une des autres pratiques d'extreme programming. Et ça nous permet donc de démarrer automatiquement une fois que le logiciel a été compilé. Une fois que les tests unitaires en tant que tels ont été lancés, une fois que tout ça est au vert, alors dans le script Ant, on lance de manière automatique les tests d'acceptation. Donc le browser est parti tout seul, le serveur éventuellement web qu'on a besoin si c'est une application web est parti tout seul. Donc ce Cruise Control détecte automatiquement quand on a fait des check-ins, il le sait. Et au bout d'un certain temps, il va démarrer la compilation, puis le launch de tous les tests. Ça peut pas être dangereux à un moment donné, si tu ajoutes les tests unitaires, les tests d'acceptation, que ton processus de compilation, entre guillemets, devienne long, qui prenne plusieurs minutes et tout? Mais ça, c'est toujours un défi pour une équipe de développement ou pour quelqu'un qui développe, de garder son cycle de développement le plus court possible. Oh, je rêve d'avoir une machine infiniment puissante qui fait que je puisse rouler mes tests d'acceptation en quelques dixièmes de seconde. Ça, j'aimerais ça. D'ailleurs, on embarquerait dans un autre, on pourrait parler quelques instants du fait que est-ce qu'on fait des tests first en test d'acceptation? Ça, c'est une excellente question. Je me suis essayé déjà et c'est pas évident parce que... Donc, juste pour expliquer à nos auditeurs, quand tu dis test first, c'est-à-dire tu rédigerais tes tests d'acceptation, donc tu te servirais de ça quasiment pour exprimer fonctionnellement ce que doit faire le produit avant même d'écrire une ligne de code. C'est ça. Puis, à ce moment-là, comment tu réussirais à faire ça avec les outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire? Ça c'est pas un grand défi là. On peut le faire. La difficulté, c'est en général que écrire un test d'acceptation, la difficulté vient du fait qu'un test d'acceptation peut représenter beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de code en fait. Ouais. Et si on essayait de faire du test first, la boucle
le cycle serait trop Ah, long. ce serait trop long. Donc, le feedback qu'on a besoin en Donc, extreme ta boule programming, de neige, elle serait trop épaisse, puis tu serais plus capable d'intégrer puis de faire comme il faut. le sens d'accomplissement serait manquant, là, simplement. Alors, c'est un compromis. Je pense que là, on a tous à apprendre un peu moi, je suis une personne, je pense que je peux le reconnaître maintenant, impatiente. J'aimerais que tout se fasse tout de suite. Mais il faut prendre le temps simplement de coder les tests d'acceptation et possiblement le faire après coup. On espère ne pas le faire après coup, mais quelquefois c'est pas possible. Mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose. C'est quand même une excellente pratique de tout faire pour qu'on écrive les tests d'acceptation le plus vite possible. Peut-être que c'est juste une question d'avoir l'outillage. Parce que là, je t'écoute parler depuis tout à l'heure, puis tu nous disais le désir et la réalité, comme s'il y avait un très gros gap entre ce qu'on désire et ce qu'on peut faire sur le terrain. Mais là, ça change pas ce gap-là. C'est comme, tu peux automatiser, tu peux ci, tu peux ça. Donc là, ça me semble juste être, si t'es prêt à mettre la sueur de bras, les efforts pour vraiment mettre en place tout ton cadre, ben que tu vas y arriver. Donc, ça veut dire que tout ce que tu désires, tu l'obtiens. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un gap ou... À mon avis, c'est juste une question d'effort. C'est sûr qu'on a toujours le compromis. Qu'est-ce qu'on fait comme valeur lorsqu'on développe? Alors, il faut vraiment peser le pour et le contre, d'investir l'effort de construire un outil qui permettrait aux clients réellement de travailler là-dessus. Moi, j'y crois beaucoup. C'est juste qu'il me faudrait un contexte où il y a d'autres personnes qui y croient puis qu'on y mette l'effort. Sauf que ça marche si c'est des développeurs qui deviennent un peu le proxy du client puis qui bâtissent ça parce que le client il est rapidement dépassé là, par toute cette complexité-là de dire j'ai mon serveur d'intégration continue, ça lance des tâches, je rentre mes tâches, je crée des tests unitaires, mais que pour moi sont des tests fonctionnels. C'est quand même, on parle là, d'une une assez grosse barrière d'entrée pour eux, là. Je pense que il faut vous dire d'abord que je suis essentiellement développeur, je le répète peut-être, mais donc mon expérience d'être avec un client et de lui faire des tests, c'est pas évident. J'ai toujours tendance à retomber dans mon biais de développeur et de compliquer un peu les choses. Donc, ça prend un exercice en tant que développeur en tant que tel. Il faut se mettre à la place dans les souliers en fait du client. Et ça, je pense que Dieu sait si en tant que développeur c'est difficile. Mais même les gens, tous les individus qui ont peut-être pas le titre développeur, qui sont plus qui ont le titre testeur ou en tout cas spécialiste QA. Ça finit que c'est des gens, il faut qu'il y ait une bonne maîtrise de la programmation parce que tous les outils aujourd'hui, c'est de la programmation. C'est sûr que c'est peut-être pas, tu programmes peut-être pas en C#, t'es peut-être pas en train de bâtir une classe qui va être finalement une des entités, un des objets qui va être utilisé dans ton programme final. Mais le code que tu fais, Tu as du script ou des choses comme ça. puis à mon avis, souvent presque plus important que le code réel que tu fais parce que lui, il s'assure de valider que ce qu'on fait, c'est vraiment ça. C'est un peu comme... La plus grande difficulté que j'ai rencontrée lorsque je programme certains tests d'acceptation, c'est d'établir le contexte. Pour rouler je vais essayer de prendre un exemple concret. Bon, il n'y en a pas nécessairement qui me viennent à l'esprit, mais notre idée de petit écran pour rentrer des feuilles de temps. Non, c'est trop simple. C'est trop simple. C'est ça le problème. C'est que quand on a à établir un contexte où on demande des données, par exemple, qui peuvent venir de plusieurs endroits en même temps, c'est là où on peut se buter à une vue trop simpliste d'un outil qui permettrait de créer des tests d'acceptation. Ce que j'ai vu très récemment, et c'est un peu ce que je faisais moi en Java, mais c'est applicable, c'est d'inclure dans le test d'acceptation l'équivalent du teardown et du setup. Du test on a dans les unitaire. tests unitaires. Donc, on peut réutiliser ce setup et ce teardown au travers plusieurs tests d'acceptation. De plus, on pourrait accumuler des setups qui sont plus complexes. Alors, c'est au niveau du contexte, d'établissement du contexte pour que le test ait du sens, en fait.
souvent dans les tests unitaires, on va utiliser des mock-objets parce qu'on dit on n'a pas vraiment besoin d'en voir la vraie chose. En test d'acceptation, ça n'a pas de sens de dire je vais moquer une base de données. Par exemple, on veut la vraie base de données. On pourrait imaginer quand même moquer des choses. Dans le contexte, par exemple, où on veut être suffisamment souple et qu'on n'a pas tout le hardware sous la main. Par exemple, si on roule des tests en intégration continue, donc à toutes les 15 minutes, par exemple, on pourrait peut-être vouloir moquer certaines choses en disant que de toute façon, une fois par nuit, là, on roulera la vraie chose. C'est une excellente façon de réduire le cycle de la compilation, des tests, etc., du package du logiciel en tant que tel. Parce que une des réalités, c'est souvent que les machines qui roulent les tests unitaires, c'est des machines de seconde génération. C'est des vieilles machines. C'est la machine qui était dans le placard, là. Puis de justifier après ça, disant là, faudrait en mettre une plus puissante, ça devient il y a un business case qui est souvent plus difficile à justifier pour ceux qui décident, là, les financiers dans l'organisation. Bon, allez, je vais plugger le pair programming tant qu'à y être. Vous savez, quand on pair programme, il y a moins de machines dans la salle. Alors, pourquoi ne pas... C'est un bon business case. Mais bon, ça devient... J'aimerais faire un podcast sur le pair programming. Donc, écoute, on va t'inviter là-dessus. Mais ce que tu viens de dire est fort intéressant. C'est-à-dire que si tu fais du pair programming, donc t'es deux à programmer, t'as peut-être besoin juste d'une machine, puis tu pourrais récupérer la machine hyper puissante pour la mettre pour tout ce qui est l'automatisation. En général, on veut quand même une machine très puissante pour les développeurs. Sauf que si on divise le nombre de machines par deux, en gros, là, c'est un gros calcul, là, il va rester il y a un business case pour prendre une très bonne machine. Moi, je connais pas encore aucun développeur qui vont dire, on travaille en pair, donc on va avoir une seule machine pour nous deux, là. C'est comme, chacun sa machine. En fait, je veux pas rentrer dans le pair programming tout de suite, on se réservera ça pour plus tard. Mais je pense qu'il est important, pour que en fait, la machine de build, qui permet le continuous integration, soit une machine très puissante. Ça, il n'y a pas de doute. C'est aussi important, en tant que développeur, d'avoir une machine qui est en face de moi, qui soit rapide aussi. Parce que je veux pas attendre après ma machine, je veux pas attendre après... Si on revient sur test d'acceptation, as-tu des exemples concrets où est-ce qu'il y a un gap, là, entre ce qu'on voudrait faire et la réalité? Tu nous as donné le cas que ce serait peut-être intéressant de faire des tests d'acceptation en premier. Puis là, tu te dis, là, sur le terrain, là, c'est pas comme ça que ça peut marcher vraiment. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être que dans plusieurs années, avec les nouveaux outils, ça va être faisable. Mais y a-tu d'autres exemples que... Des exemples concrets, oui, je peux en dire des exemples concrets. Depuis, en fait, 1996, où vraiment, je pense être un peu plus, développeur, entre guillemets, comme il faut, parce que je me soucie du processus de développement de logiciels. J'ai eu très peu de fois réellement un client sur le site. Mais en 96, 17, 18, on en avait un. Malheureusement, à cette époque-là, j'avais pas toute cette sensibilité. Alors, j'aimerais ça avoir une machine à remonter le top, revenir là, puis là, dire au client, regarde, on va s'asseoir. C'était une personne willing à faire ça. La réalité, c'est ça. C'est que j'aimerais avoir des clients qui sont plus présents. J'aimerais avoir des utilisateurs aussi qui soient simplement plus avec nous. Je pense qu'il y aurait moyen vraiment d'inviter des personnes qui soient capables de se détacher suffisamment du produit pour faire comme s'ils étaient des utilisateurs. Puis là, j'ai envie de parler dans les tests d'acceptation. Moi j'ai un petit bébé, j'ai beaucoup de rêves finalement. C'est du black box testing. Incluant les tests d'utilisabilité. C'est un terme qui n'existe pas en français, mais c'est usability. Alors, je sais pas comment le traduire, mais j'adorerais savoir quelques algorithmes, et je pense que j'en ai déjà entendu parler à une conférence agile, où il y a le test est capable de voir votre interface n'a pas d'allure parce que le bouton est trop loin, le nombre de clics est trop grand, la distance de la souris est trop grande, ou les shortcuts sont pas là, etc. C'est donc de l'utilisabilité, le placement des différentes choses. Mais ça pourrait rentrer dans les tests d'acceptation, parce que l'utilisabilité, c'est une acceptation en tant que telle. Alors ça, c'est un point. Normalement, ce qu'on voit là, c'est des tests où les gens sont en arrière sont dans une salle là, puis on les filme là, en utilisant le logiciel ou quoi que ce soit. Là, puis on regarde des singes, puis on essaie de voir si.
Oui, ben en fait, c'est une approche qui est quand même nécessaire parce que on dit qu'avec 5 utilisateurs ou 5 personnes qui utiliseraient simplement le logiciel, on est rendu à déjà 70% de comment dire significatif au niveau de découvrir Avec les si peu de personnes. Ouais. Donc de juste comprendre, si peu de personnes suffisent pour détecter les gros bobos. Le problème d'avoir la difficulté d'avoir un représentant du client avec l'équipe, je pense que c'est même plus profond que ça. Moi, j'ai vu beaucoup de projets où le client paye des gros dollars, mais il est pas prêt à prendre l'énergie pour exprimer ce qu'il veut. Puis là, tu as envie de dire, C'est incohérent. Tu vas, tout à l'heure, tu vas sortir l'argent, mais tu n'es pas prêt à faire l'effort parce que le type de clients là, qui sont trop dans des réunions, puis toi, tu n'es jamais capable de les attraper juste pour qu'on te dise, écoutez, il faut que je sache, là, pour qu'on comprenne ce que tu puis dans voulais. 3 mois, tu seras pas content. C'est ça. C'est vraiment étonnant de voir à quel point le gold owner, la personne qui paye, si en fait on dirait qu'elle se déresponsabilise. Quelqu'un disait dans la culture québécoise ou peut-être même nord-américaine, c'est de confier quelque chose à quelqu'un puis garde, fais-le pour moi. Ouais. Je pense que dans ce qui est agile et Extreme Programming en fait partie, c'est de redonner au client toute la responsabilité des décisions et que ce soit au niveau de la priorisation ou du contenu des tests. Il y a des clients qui aiment pas ça, quelque part. Parce Oui. qu'ils ont la pensée magique de dire, regarde, là, je viens de mettre 100 000 $ à la table, bingo, ça va apparaître. Comme si la génération spontanée des interfaces puis tu sais, on n'est pas des dieux, là, nous, là. Par contre, il y a peut-être un moyen, il y a un terme qu'on utilise, enfin, que j'ai vu utiliser ou que j'ai lu ou entendu, c'est le terme champion. C'est une personne, en fait, qui croit dur comme fer à son produit, puis est une personne passionnée. Et là, on n'a même pas besoin de lui parler de signe de pièce, lui. Il va, parce qu'il est passionné de ce qu'il a envie de voir fonctionner, va naturellement faire ce travail-là. Donc, déterminer un champion qui pourrait être un proxy avec le client, c'est peut-être une façon de le faire. Il faut trouver les moyens qui sont tant qu'on n'a pas cette sensibilisation-là. Puis, Possible. souvent, ce champion-là, il va venir de l'équipe technique. Donc, ça nous prend quelqu'un qui a une certaine habilité pour tout ce qui est la dynamique humaine, en tout cas parce que les gens techniques, on s'intéresse à la technologie. Les gens, souvent, qui vont travailler au niveau des tests d'acceptation, on doit s'intéresser quasiment en premier plus aux êtres humains avant la technologie. Donc, si tu dis, je vais prendre une de mes ressources puis lui demander de prendre ce rôle-là, d'être un proxy du client, ça prend ça prend un profil qui est peut-être pas d'être le personne qui aime faire des algorithmes 365 jours par année dans son coin parce qu'il va s'ennuyer, il va probablement être mauvais aussi à faire cette tâche-là. Alors ça prend quelqu'un. Moi, je vois j'aime pas mettre des rôles et des étiquettes, mais il y a trois choses comment dire, à tenir en compte. C'est d'une part le développeur, d'une part le testeur, puis d'autre part le client. Comme moi, je suis peut-être relativement typique d'un développeur, j'ai du mal à me détacher du produit puis prendre du recul. Effectivement, pour quelqu'un qui serait un proxy puis un champion, et qui serait développeur, et il en existe, c'est d'avoir la capacité de prendre du recul, se détacher, puis de vraiment se mettre dans les souliers. C'est un peu ce que tu as fait dans certains des projets de ces dernières années où tu te retrouvais un peu dans ce rôle-là parce que tu avais à souhait que le logiciel fonctionne. Oui, en fait, je l'ai fait plus particulièrement sur le jeu vidéo. Là, ça m'a permis de prendre du détachement. C'était le fun parce que je connaissais pas le code qui était derrière. Donc, j'étais vraiment utilisateur. Je connaissais assez bien ce qu'il fallait que ça fasse. Donc, j'avais en quelque sorte une espèce de recul. C'est ça, la personne qui aurait ce rôle-là de champion ou de proxy, tu peux pas lui demander de coder puis d'être de l'autre côté de la c'est un travail quasiment à temps plein, là.
Je pense que oui, mais ça dépend aussi des phases du logiciel, du phase du développement, pardon, du logiciel. Où est-ce qu'on en est? Ouais, c'est vrai qu'au début, il peut être plus à aider justement à tout ce qui est les specs, ces choses-là. Oui, ben en fait, son rôle alors, qu'on parle du client ou du testeur, le testeur en ce cas-là va mettre en cause. Hey, ce truc-là, t'es-tu sûr qu'on peut le tester? Ça m'apparaît un peu compliqué à tester. Là, c'est un cue pour dire, est-ce qu'on est en train d'être suffisamment simple pour que ce soit testable, qui est un critère, en fait. Puis un bel exemple de ça, on a parlé que ça marchait assez bien avec les applications web. On sait qu'avec les applications riches, du type Windows Form, il y a des outils de scripting, de test aussi, mais ça a ses limites, ces choses-là. Il y en a certains quand même qui sont pas pires. Mais un des problèmes qu'on rencontre maintenant avec le web, c'est quand on commence à faire des applications qui sont ajaxifiées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des requêtes HTTP qui sont passées en dessous de la couverte. Eux, tous les recorders sont pas capables de les ramasser. Donc là, on se retrouve à avoir toute une complexité à comment on peut faire les tests. Mais j'aimerais répondre que je suis en train de terminer terminer un contrat où il y a de l'Ajax, puis Ouais. c'est pas un problème. C'est juste une question d'avoir des flags qui disent bon, ma partie Ajax est terminée. OK. Donc l'interface entre guillemets est stable. Donc ça c'est pas, pour moi c'est un non-issue. C'est un non-issue. Mais attends, je suis un peu curieux parce que reste que si ton Ajax va chercher de l'information, puis là vient rafraîchir dans ton document d'object model. Mhm. Puis là, donc ça peut pas ça être un trigger pour dire maintenant au niveau d'interface je devrais aller faire ça ou. Mais t'as juste besoin en fait d'injecter. En fait, le truc est d'injecter du JavaScript pour vérifier si ton état est stable. C'est tout. OK, donc là toi tu compenses, mais ce JavaScript-là, je pense pas que les outils à la Selenium te l'injectent. Je le fais. C'est ça, c'est on que l'a toi, fait, tu- on l'a créé Tu nous-mêmes. programmes. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, il y a des défis. Ça, je ne le nie pas. Effectivement, avoir une vue de développeur à ce niveau-là, c'est une belle chose. Puis dans mon rêve de Blackbot testing, on pourrait penser à avoir de toute façon, normalement, une interface bien faite, et on parle encore une fois d'utilisabilité ici, il devrait y avoir un indicateur visuel pour l'usager, pour savoir que l'interface est terminée, ou est rendue dans un état stable. Et ça, c'est vraiment l'utilisabilité. Donc, pourquoi ne pas se placer au niveau de l'utilisateur et d'utiliser cet indicateur-là comme étant, hey, OK, maintenant, l'interface est prête à accueillir une interaction C'est avec ça, l'usager. donc, ce que tu es en train de dire, c'est que si on travaille comme il faut l'interface utilisateur, on simplifie d'autant plus les tests si c'est bien fait. Un peu comme quand on a besoin de faire de l'optimisation de performance, on sait que si on travaille la partie interface utilisateur, par exemple en donnant de la rétroaction, on simplifie beaucoup le travail d'optimisation parce que très souvent, juste en donnant une rétroaction, c'est assez pour l'utilisateur, puis pour lui, il peut maintenant attendre 3-4 secondes sans être en mode panique. L'exemple le plus classique, c'est d'avoir juste le petit hourglass, comme on dit ça en français, là. Le sablier. Le petit sablier qui apparaissait. Ça a été c'est une rétroaction qui a fait en sorte que les environnements à fenêtre ont pu vivre parce que sinon, pendant 1, 2, 3 secondes, on voyait pas, ça demandait une certaine rétroaction. Et je te dirais, effectivement, quand on écrit des tests d'acceptation, en tout cas au niveau UI, au niveau interface usager, on n'a pas quasiment le choix de se poser des questions ou en fait, on vient vite à se poser des questions à propos de l'utilisabilité. Et puis là, le parallèle est intéressant avec quand on bâtit des tests unitaires. On vient vite à se poser la question, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette méthode-là? C'est quoi les paramètres qu'elle doit sortir? Puis on est en train de faire du design déguisé quand on fait nos tests. Et tu es en train de me dire que si on bâtit des tests d'acceptation en aval, c'est-à-dire en amont, ben, en réalité, on est en train de faire du design d'interface usager déguisé. Exactement. Et c'est un des principes de UCD, Usage Centered Design, qui fait en sorte que on tient compte de ce que l'utilisateur va avoir devant lui quand ça va rouler. J'aimerais revenir à quelque chose qui m'a fait cliquer tout à l'heure quand tu parlais de communication entre développeurs, Oui. clients et testeurs. Une image que j'adore, en fait, qui m'est très chère, c'est penser aux besoins. Alors, imaginez-vous qu'il y a plusieurs niveaux de besoins. J'ai mon besoin individuel, par exemple en tant que développeur. J'ai le besoin de l'équipe de développement. Mm-hmm. Donc,
Et il y a, par exemple, le besoin de la personne qui est à côté de moi en train de pairer, avec moi. Il y a le besoin du client, besoin de la compagnie. Si on met tous ces besoins-là ensemble, et que je prends conscience du besoin que j'ai quand je remplis une certaine tâche, par exemple, ça me permet de me détacher. Est-ce que c'est un besoin du client, ça? Est-ce que c'est un besoin de l'équipe? Est-ce que j'ai besoin de construire quelque chose qui ne donnera pas de valeur pour le client immédiatement, mais qui va en donner pour l'équipe? On parlait tout à l'heure d'outils. Alors, en se plaçant au niveau des besoins, on voit que souvent ces besoins sont emboîtés les uns dans les autres. Et quelquefois, ils sont contradictoires. J'ai un besoin de développeur, ma machine, je veux qu'elle soit beaucoup plus rapide, mais le besoin de la compagnie, c'est de faire de l'argent. Donc, avoir une tendance à peut-être couper les coins ronds puis m'offrir une machine un peu moins rapide. Et en ayant la présence et la conscience du besoin des individus qui sont autour de nous, et même considérer la compagnie ou l'équipe comme un individu, souvent, on est capable de prendre du recul par rapport à ça. Puis ça l'aide finalement à mieux communiquer tous les individus qui sont partie prenante du projet. Ça augmente, en fait, avoir cette présence-là permet d'avoir une communication qui est beaucoup plus claire. Et le réflexe, souvent, que j'ai quand je parle avec quelqu'un, c'est de le ramener. Est-ce que c'est un besoin de la compagnie? Est-ce que c'est un besoin de l'équipe? Est-ce que c'est un besoin du client? Est-ce que c'est un besoin individuel? Je me souviens, j'avais un de mes chargés de projet, quand on arrivait avec les fonctionnalités, il disait « C'est quoi la valeur ajoutée? » Ouais. C'est un petit peu comme ça. Ouais, c'est une façon. Ben moi, j'ai envie de parler aussi une personne a besoin d'être entendue, vue et reconnue. Et lorsqu'on parle de reconnaître le besoin d'une personne et personnellement, la personne va se sentir beaucoup plus, tout d'un coup, reconnue dans ce qu'elle vit. Et donc là, elle pourra faire aller sa créativité, puis que ce soit plus, entre guillemets, productif pour tout le monde, y compris pour le client en bout de ligne. Une des choses qui souvent ressort des équipes qui performent bien, c'est que une des clés, c'est de se dire, toutes les décisions vont se prendre au consensus. Il n'y aura pas de décision au vote. Mais pour établir un consensus, il faut que tu permettes aux gens qui voteraient pas pour, de dire, ben, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu sois que tu dises, oui, je suis d'accord avec ça. Donc, dis-nous ce que tu voudrais qu'on change. Puis, souvent, quand tu te mets à fonctionner de cette façon-là, tu découvres que il va toujours avoir un 20 ou 30% des gens qui vont dire, non, je suis pas d'accord. Puis là, tu lui demandes d'exprimer pourquoi, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Puis, au bout du compte, à la fin, c'est la même chose que la proposition initiale. C'est juste qu'il avait besoin d'être entendu. Parce que sa demande de changement était pas très significative. Ça peut être un petit changement mineur, mais le fait qu'on l'ait entendu, la personne se sent en symbiose et elle est d'accord, puis elle va être en consensus avec le reste de l'équipe. Ce qui était peut-être pas le cas où ce qu'on aurait juste dit, ben voici ce qu'on va faire. Anecdote reliée directement à ça et au test en quelque sorte. Une personne me demande de faire et c'est un cas réel parce que je le vis en ce moment. De faire un petit site web, vraiment très simple. Là, il m'a envoyé des photos et je suis en train de me demander comment je procédais. Et j'ai une idée de qu'est-ce que moi j'aimerais. Je pourrais aller carrément lui prendre ces photos et lui placer selon ce que je crois être la meilleure des solutions à mes yeux. Ouais. Sauf que si je fais ça, lui va se retrouver avec une solution qui, entre guillemets, est imposé ou suggéré, ça dépend de comment on voit les choses, par moi. Or, il y a une autre façon de faire. Je peux m'asseoir avec lui et lui dire de quoi tu aurais besoin. Puis ça se peut que ce que moi je pense est tout à fait valide. Puis ça se peut aussi que tu changes complètement d'opinion aussi. Complètement. Ça veut dire que en synergie avec l'autre personne, je vais construire quelque chose qui sera beaucoup plus riche que moi, je vais tout seul construire et imposer, alors que l'autre personne, parce qu'on est en synergie, va se sentir écouté dans ses besoins. Il va accepter beaucoup mieux ce qu'on entend. Donc, en fait, cette anecdote, on pourrait l'appliquer n'importe où. Si un développeur essaie d'imposer une solution à un client, il
il y a bien des chances que le client n'ait rien à foutre. Mhm. Ou et ça arrive aussi quelquefois, il faut le reconnaître, ce soit tout à fait approprié. Il y a des développeurs qui sont tout à fait connaissants au niveau d'un sujet. J'ai envie de dire que, comme rappel, il faut se rappeler que les tests d'acceptation sont des garde-fous. C'est un filet de sécurité. Un peu comme en fait, il y a une analogie énorme avec les tests unitaires. S'ils sont là, c'est que s'il y a quelque chose qui brise, on le saura tout de suite. Donc j'aime bien l'idée du garde-fou parce que quelquefois, je pense que la folie fait partie un peu de nous tous. Et c'est le fun de se rappeler aussi qu'on peut être fou. Donc avoir du fun aussi. Tout à fait. En terminant, est-ce que tu as un site web, un blog, quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs? Ça peut toucher le sujet du jour, mais ça peut être aussi quelque chose à côté. Ben, j'ai envie en préparant l'entrevue qu'on a fait ici, je me suis replongé dans un bouquin que j'avais qui s'appelle Testing Extreme Programming de Lisa Crispin et de Tip House. Je pense que c'est un bouquin qui vous permettra un peu plus d'en savoir plus, inclure Extreme Programming. Alors c'est une bonne, ça introduit deux choses en même temps. Tout à fait. Ben, on te remercie encore, puis nous, on va faire la pause, on va revenir avec les actualités, puis ce qui s'en vient. Les nouvelles astuces avec mon co-animateur, Guy Barrette. Guy, y a-tu des nouvelles? Il y a une sécheresse de nouvelles. Ça arrive, ça. Hein? On fait des émissions toutes les 2 semaines, donc à l'occasion, il n'y a pas grand-chose. Hey, j'ai vraiment pas grand-chose. Tout ce que j'ai là, c'est que Microsoft a annoncé qu'il allait avoir un RC2, donc un Release Candidate 2 pour Vista, ce qui était vraiment pas prévu. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que il avait atteint un niveau de vélocité là, qui était assez grand là, pour pouvoir sortir des versions test, des versions Release Candidate assez rapidement, parce que là, on dit la sortie là, c'est quand même très 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 éminent là. Non, mais qu'ils prennent leur temps, qu'ils le fassent comme il faut. Il y a un bon système d'exploitation, quelque chose qui sort trop vite. Ouais, donc écoute Mario, c'est à peu près tout ce que j'ai. Jean-Marc, toi, tu nous parlais d'une activité qui s'en vient au Groupe Agile là, bientôt. Oui, le mercredi 11 octobre, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est à 17h30. Ça se passe au CRIM et le thème sera les aspects sociaux des méthodologies de développement agile dans l'agilité. Et en même temps, ça sera fait sous forme d'espace ouvert, ce qu'on appelle le open space. C'était le fun de voir ça au jour XP Day qu'on a eu samedi à 2 semaines, si je me trompe pas. Okay. Et je vous invite cordialement à faire. Ce que tu as rien dit, c'est que ce ne sera pas un conférencier qui va venir faire une présentation, c'est comme des ateliers où les gens se regroupent ensemble. Oui, en fait, simplement, les personnes postent, entre guillemets, c'est un terme anglais, le sujet qui leur est cher. Et naturellement, les personnes qui seront intéressées à ce sujet-là vont venir se joindre à la personne qui aura organisé cette petite donc c'est comme tu peux avoir 5, 6, 7 petites stations où les gens discutent d'un sujet bien particulier. C'est ça. Puis toute la thématique étant les aspects humains quand on fait du développement logiciel. C'est ça, les aspects sociaux en fait, humains bien sûr, et on peut aborder tout plein de sortes de choses comme la communication. C'est un bon endroit pour donc rappelle-nous la date. Ce sera mercredi 11 octobre et je pense que c'est 17h30. Il faudrait vérifier si c'est 17h30. Je vais mettre le lien de toute façon, moi, vers le groupe Agile. Ouais. Donc, les gens, ils pourront vérifier cette page puis trouver aisément. En parlant de groupe, on peut peut-être parler de ce qui se passe au groupe d'usagers Visual Studio Montréal. Oui, c'est quoi la prochaine rencontre? La prochaine rencontre, c'est le lundi 23 octobre. On va avoir Roman Rehack, qui est un MVP SQL Server, qui est basé au Vermont. À Burlington, qui va nous parler de services web XML, comment programmer des services web XML nativement dans SQL Server 2005. On sait que SQL Server 2005 maintenant peut exposer des données directement par service web, même pas besoin de serveur web ou d'AIS, quoi que ce soit. Donc, Roman va nous parler de ça. Notez que cette conférence va être en anglais. Et après ça, la prochaine rencontre, c'est le lundi 6 novembre.
Barry Gervin, qui est de Toronto, qui est le directeur régional Microsoft à Toronto, va nous parler de tout l'aspect contrôle de source, donc Advanced Source Control avec Team Foundation Server, donc tout l'aspect gestionnaire de code source. Code source. Puis, nous, le prochain enregistrement qu'on fait, c'est le 14 octobre pendant le CodeCamp. Ouais. Aussi, donc, on invite les gens à venir au CodeCamp. Ceux qui sont les chanceux qui se sont déjà inscrits. Après ça, de venir au GUVSM le 23 octobre. Ça va être quoi notre thème? On va parler des différentes décisions d'architecture qu'on doit prendre lorsqu'on développe une application d'entreprise. Donc, toutes les fameuses décisions qui sont difficilement réversibles. Donc, Mais on n'a pas d'invité. Non, avec les gens, ça va être une discussion. C'est ça. Un peu un open space, comme tu dis. En fait, les gens qui vont être présents vont être les invités. Oui, parce qu'on va leur demander leur opinion. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux autres? Quelles sont les décisions qu'ils pensent sont importantes? Puis, c'est sûr qu'on a une petite idée de qu'est-ce qui serait important, mais avec les gens, probablement qu'on va être capable de trouver peut-être 5, 6, 8 autres choses qu'on n'a pas pensé. Puis, tout ça dans le lot, on va ramasser... ça sera pas un top 10, on va probablement ramasser un top 20 ou un top 30 des choses qu'il faut pas oublier quand on démarre un architecture. Donc, ceux qui sont inscrits à CodeCamp, qui veulent être vedettes de l'émission Visual Studio Talk Show, venez voir notre présentation, notre discussion. Tout à fait. Écoute, Jean-Marc, on te remercie encore. Bien, Fort merci. apprécié. Mhm. Sujet qui peut être plus d'actualité, je pense. La finalité d'un logiciel, c'est satisfaire les utilisateurs. Donc, Oui. si on s'en préoccupe pas, on passe à côté de quelque chose d'important ou Oui. de fondamental. Et je pense que ça s'en vient. C'est une question de patience, c'est tout. Tout à fait. Mhm. Nous, comme on disait, on va enregistrer notre prochaine émission au CodeCamp. Oui. Donc, on vous invite à nous écouter, à continuer à nous écouter. Puis, à la prochaine. Au revoir. Merci Jean-Marc. Mais au revoir et merci encore. Visual Studio Talk Show.